Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022, s'est tenue la 5e édition du colloque international. 2 journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. 2 jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment, et par l'Université de Strasbourg avec le soutien de 15 entreprises mécènes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Frédéric Musselin, je suis directeur business développement et nouveaux procédés constructifs du groupe Vivialis, qui est aménageur, promoteur, constructeur et mécène de l'événement Build & Connect. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'animer la conférence de Sonia Lavadino. Alors Sonia, je la connais depuis quelques années. Elle a été ma professeure il y a quelques années à l'École des Ponts. Et puis j'ai pu animer une émission de radio que je coproduis sur Bâti Radio avec elle. Et donc Sonia, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Vous allez nous parler d'un sujet qui est assez disruptif, puisque c'est la ville relationnelle, la ville du 21e siècle. Le thème de votre intervention est « Ville relationnelle, stratégie de résilience du vivant ». Alors avant de vous laisser la parole et de nous embarquer dans cette ville du dehors, comme vous l'appelez, permettez-moi de vous présenter en quelques mots à notre auditoire. Vous êtes anthropologue urbaine et géographe, nommé par Trait Urbain parmi les 100 personnalités qui font la ville en 2021. Vous êtes la fondatrice de B-Fluide, qui est un cabinet spécialisé dans la recherche et prospective en mobilité et développement territorial durable, cabinet que vous dirigez depuis 2012. Vous êtes une spécialiste et une conférencière internationalement reconnue de la marchabilité. Alors, la marchabilité, c'est un vecteur de succès des métropoles créatives du 21e siècle, où bien-être et vitalité économique riment avec durabilité et gestion innovante des espaces publics. Votre approche innovante des nouvelles manières d'habiter, des nouvelles manières de se mouvoir, des nouvelles manières d'investir les espaces publics s'inspire de regards croisés de l'anthropologie urbaine, de la sociologie et de la proxémie. Alors, la proxémie, c'est une discipline qui s'intéresse de près au rapport entre les hommes et leurs espaces de vie. Vous êtes chercheuse depuis une dizaine d'années à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suisse, et à l'Université de Genève, ainsi que l'École Normale Supérieure de Lyon. Vous établissez des passerelles entre le monde académique et le versant professionnel de l'urbanisme. À ce titre, vous travaillez et vous êtes l'interlocutrice régulière et en étroite collaboration avec des gouvernements, les collectivités, les opérateurs de l'immobilier et les opérateurs de transport, afin d'imaginer les concepts novateurs visant à augmenter la durabilité des modes d'habiter, de travailler et de se mouvoir en ville. Vous participez à leur côté à la conception d'expérimentations grandeur nature afin d'évaluer les changements de comportement induits par la transformation des espaces de vie et de mobilité au quotidien. Vous faites des travaux sur la ville relationnelle et la ville du dehors qui démontrent l'intérêt de politiques publiques renforçant la place du corps en mouvement dans les espaces publics urbains et les opérations d'aménagement mixte. Ceci pour viser une meilleure santé des populations, une plus grande diversité des usages et plus de cohésion sociale et intergénérationnelle. Enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, vous co-rédigez actuellement avec Pascal Lebrun-Cordier et Yves Winkin un ouvrage intitulé « La ville relationnelle », qui est ici. C'est un premier tirage qui est à paraître fin 2022. Donc cette ville relationnelle, nous avons hâte de vous écouter et je vais vous laisser la scène pendant 45 minutes. Je vais essayer d'être le monsieur loyal et le timekeeper. Je vous laisse la parole. Merci Sonia de votre intervention. Merci et merci à vous tous d'être là. Nous ne sommes pas et nous ne serons jamais millionnaires de nos vies. Nous vivons environ 700 000 heures, jamais 1 million. 1 million, c'est Jeanne Calment, donc vous n'y arriverez pas. Vous pourrez faire beaucoup de millions par heure en argent, mais vous ne ferez pas des millions en heures. Donc, je vous remercie de consacrer une petite heure à notre échange ensemble aujourd'hui. Et vous verrez qu'il y a peut-être 2-3 petites choses qui pourront vous étonner. Et je vais commencer par peut-être 2-3
deux, trois concepts clés ou deux, trois chiffres qui pourront vous éclairer là-dessus. Nous sommes à un siècle particulièrement étonnant, ce 21e siècle, à l'échelle de toute l'histoire de l'humanité. Et je pense que ça vaut le coup que je prenne 2 secondes ma casquette d'anthropologue pour en parler. Donc, vous savez que ça fait 400 000 ans que nous existons. Nous, Homo sapiens sapiens, chaque fois on vieillit un peu plus parce qu'on découvre un squelette un peu plus vieux. Hein. Donc, c'est pas plus mal, on prend un peu du galon. Cela dit, on reste une espèce extrêmement récente à l'échelle, si je peux dire, de la R&D de la Terre, hein, qui a quand même 4 milliards d'années. Donc, je pense qu'on ne joue pas à la même échelle là pour le coup. Mais dans nos 400 000 ans, il y a 2 choses particulièrement intéressantes dans ce siècle-ci. La première question, elle tourne vraiment autour de la cohabitation intergénérationnelle et de la justice intergénérationnelle parce que, comme vous le savez, on parle beaucoup de cette dette par rapport aux prochaines générations ou comment on va vivre avec les futures générations ou qu'est-ce qu'on va léguer aux futures générations. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'il y a 2 phénomènes que nous vivons aujourd'hui que nous n'avons jamais vécus. Le premier, c'est qu'on frise le siècle de vie. Donc, en fait, on est beaucoup plus vieux que nos immeubles. Hein. Enfin, la plupart des immeubles, mis à part quelques pyramides et quelques, disons, reliques de Versailles, ne sont pas forcément si vieux que nous. Hein, et ça, il convient de le souligner. Parce que je pense qu'en termes de qualité de vie et de qualité de vie des immeubles, la question de savoir si nous, on survit à nos immeubles ou si c'est les immeubles qui nous survivent, c'est quand même une vraie question qui devrait un peu vous tourbillonner. Et la deuxième question qui est très intéressante, de mon point de vue, c'est le fait que nous n'avons jamais vécu 5 générations sur Terre au même moment. J'entends par là que jusqu'au siècle dernier, il était plutôt courant que vos enfants meurent, la plupart d'ailleurs avant d'atteindre 1 année, et ceux qui n'étaient pas morts à 1 an mouraient avant l'âge de 5 ans. Donc en fait, vous voyez assez rarement vos enfants grandir, et vous les voyez encore moins se marier, et vous les voyez encore moins avoir des enfants. Et vous-même, vous étiez souvent pas là, c'est-à-dire que vous étiez vous aussi déjà mort. Hein. Je rappelle qu'en 1910, l'âge moyen de mort était autour de 42 ans. D'ailleurs, pour ça qu'en 1910, on n'avait vraiment pas beaucoup de divorces. Hein. Parce qu'en fait, l'âge moyen du divorce aujourd'hui, c'est 42,8 mois. Et à l'époque, on mourait à 42,3. Donc en fait, on n'avait tout juste pas le temps de divorcer. Aujourd'hui, évidemment, il faut qu'on se pose la question, puisque comme à 42 et quelques, nous sommes encore même pas à notre half-life, se pose effectivement la question de savoir si vous repartez de plus belle avec la même personne, si vous repartez de plus belle avec quelqu'un d'autre, parce que voilà, vous avez encore toute une vie devant vous. Et c'est pas faux de dire qu'aujourd'hui, à 42, 45, c'est bien pour ça qu'on a ces crises de la cinquantaine, c'est parce qu'en fait, ce sont des crises de la half-life. Et un peu comme le carbone 14, nous avons ce type de crise où on se dit qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on n'est pas, qu'est-ce qu'on pourrait être encore. Et donc, ces questions de cycle de vie sont très importantes et font que, du coup, c'est plus du tout l'achat d'une vie qu'on vit, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut faire quand on est dans cette logique, disons, de choix d'habiter, de choix de travailler, de choix de fonder des familles, de choix de fonder des entreprises. Tout ça, à l'aune du siècle, change de perspective, si vous voulez, quand on a tout ce temps devant nous. Et c'est sûr que le fait que sans trop douter, vous allez connaître vos arrière-grands petits-enfants, le fait que vous connaissiez vos grands-parents, vous savez qui ils sont, vous les avez même vus, et ça, c'est quelque chose qui a l'air de rien. On prend ça comme quelque chose qui est complètement normal. Sachez que c'est absolument pas quelque chose de courant. Et ce que je veux dire par là, du coup, c'est que notre dette à tous, envers les générations qui nous succèdent, envers les générations qui nous précèdent, est une dette une dette qui court. Vous voyez ce que je veux dire? Elle court avec nous, elle vit avec nous, et nous avançons en pleine conscience du fait que ces enfants à qui nous sommes en train de léguer le monde en question, ces petits-enfants, ces arrière-petits-enfants, en fait, vous allez encore leur serrer la main.
Et donc là, je vous assure que ça doit quelque part nous faire bouger par rapport à cette responsabilité sociétale que nous avons. Aujourd'hui, les générations futures, la génération Covid, comme on peut aujourd'hui déjà l'appeler, est déjà née. Elle est déjà là. Elle apprend à marcher aujourd'hui. Et cette génération passera le siècle. Cette génération qui est née là, les bébés là que vous avez tous pris en photo l'année dernière, l'année d'avant, comme il est mignon, ils seront en 2100 là, avec nous tous. Et donc ça, il faut en prendre conscience. C'est pas qu'on est en train de discuter de 2100, l'époque dont on ne sait pas. Non, on sait. Ils sont là. Ils sont déjà là. Donc il faut travailler pour ceux qui sont déjà là. Et la façon de le faire est cette façon dont je vais maintenant un petit peu entrer dans cette discussion. Donc, il paraît assez clair, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, on a tous vécu les inondations, enfin, moi peut-être plus aux premières loges que d'autres, parce que j'ai la chance, ou en l'occurrence la malchance, d'habiter au bord du lac des Quatre Cantons, en Suisse. J'avais l'impression jusque-là que j'habitais au milieu de montagne et que j'étais vraiment pas loin de l'eau, mais pas non plus si près que ça. J'entends par là que je n'avais pas l'impression d'être un réfugié climatique de premier rang, avec la mer qui me sauterait dessus. Eh ben, détrompez-vous, les lacs sautent autant sur vous que la mer. J'ai dû évacuer ma maison, comme beaucoup d'entre nous. Voilà, ma foi, on ne s'attend pas à ça quand on est à 3000 km de la mer, mais quand les systèmes hydriques rentrent en saturation totale, et c'était le cas pour la Suisse, d'ailleurs, pour la première fois de son histoire. C'est pas juste une rivière qui a débordé, un lac qui a débordé ici et là. Ça arrive souvent chez nous, on sait comment faire. Là, on savait pas trop quoi faire parce que tous les lacs ont débordé en même temps et toutes les rivières ont débordé en même temps. Donc là, pour le coup, c'était un peu ouvre les vannes ici, mais non, mais ça va inonder la ville là-bas. Bon, et puis tu ouvres les vannes là-bas, puis ça va inonder la ville suivante. C'est quand même compliqué, quoi. Et puis, cette année, pour varier les plaisirs, on n'a pas eu d'inondation, on a plutôt eu ces canicules avec d'autres scènes tout aussi abacadabrantes du style je dois aller porter de l'eau pour alimenter mes vaches avec l'eau du lac, que d'ailleurs les vaches ont boudé cette eau parce que quand même elles ont l'habitude de l'eau de montagne et donc pour le coup, voilà, c'est juste pour vous raconter 2-3 anecdotes pour vous dire à quel point on vit aujourd'hui des choses qui ne sont pas des choses qui sont dans nos histoires. Et que donc, pour le coup, il va nous falloir inventer des nouvelles histoires, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons d'être. Et en tout cas, c'est assez certain que cette ville fonctionnelle que nous héritons là, dont nous avons hérité du XXe siècle, ne conviendra pas pour faire face à ces challenges qui nous attendent. Cette ville extractive, cette ville qui ne s'est pas composé avec ces matériaux, qui toujours se doit de recourir à l'entropie pour refaçonner quelque chose d'autre à partir de matériaux qui sont déjà là. Et je félicite ceux d'entre vous qui essayent de faire des efforts de recyclage, d'économie circulaire. Et cependant, on pourrait quand même se poser la question de savoir si on ne pourrait pas faire mieux avec l'énergie qui est déjà là, et y compris d'ailleurs une approche plus inspirée du vivant au sens de faire aussi que quand on en a besoin, qui est un des grands principes du vivant. Prenez par exemple nos mitochondries, là vous êtes assis, parlez pas trop, du coup votre corps est plutôt au repos, du coup vos mitochondries sont au repos. Les mitochondries sont ces petites, je les compare à des petites centrales nucléaires, elles servent à alimenter, à booster nos cellules quand on en a besoin. Moi là en ce moment je suis debout, je bouge, je parle, je consomme beaucoup plus. Vous savez qu'un humain peut consommer jusqu'à 70 kilos en équivalent énergie produit par ses mitochondries, mais sachez que les mitochondries ne produisent qu'en temps réel, elles ne produisent jamais à l'avance de l'énergie. Elles sont sollicitées au fur et à mesure. Et si on a besoin de plus d'énergie, alors ce n'est pas qu'on va faire tourner à plein régime les pauvres mitochondries qui sont déjà surchargées, c'est plutôt qu'on va en convoquer d'autres et on va les faire travailler ensemble pour qu'elles produisent globalement ensemble plus d'énergie. Et je pense que c'est un bon exemple pour dire à quel point nous pourrions travailler autrement. Le vivant travaille toujours autrement, convoque toujours autrement l'énergie, convoque aussi toujours autrement les ressources matérielles. Et nous sommes
toujours en plein recyclage. Il n'y a pas un être vivant qui ne soit pas en recyclage constant de toute la matière qu'il compose. Hein. Et ce n'est pas qu'une histoire de manger, une histoire d'excréter, c'est vraiment à l'échelle cellulaire. Évidemment, nous en sommes beaucoup là. Une autre composante du vivant qui me semble important de souligner, c'est cette composante de travailler ensemble, réellement, hein, d'être dans une logique biotope, de faire en sorte de vraiment convoquer l'aide, on va dire, de tous ceux qui sont présents dans cette économie qu'on pourrait appeler, à la suite de Baptiste Morisot, une diplomatie de nos interdépendances. Hein. J'aime beaucoup cette expression, cette idée qu'il nous faudrait être beaucoup plus diplomates dans la façon dont nous convoquons l'aide de, on va dire, nos convivants, si je peux dire, ceux qui habitent le même biotope que nous, en l'occurrence, ce biotope Terre qui est quand même notre seul vaisseau. Hein. Et l'autre chose qui me semble important de dire, c'est qu'on parle beaucoup d'acceptabilité. Moi, je viens, si vous voulez, d'une approche qui est résolument une approche de sciences sociales, et en particulier de la psychologie systémique et des questions de micro-relations au sein des espaces, et notamment des espaces publics, mais pas que. Hein, c'est comment on fait société, comment on fait vivre ensemble. Et clairement, la façon de le faire est une façon relationnelle. C'est ça qui nous importe, c'est comment on rentre en relation. Comment on rentre en relation? Alors, s'il y a 3 piliers, on va dire 3 facettes de ce triangle, ce triptyque relationnel. Il y a tout d'abord comment on rentre en relation avec soi-même. Ça, c'est une première grande question, parce que sans une bonne relation à soi-même, on peut difficilement être en relation avec l'extérieur, avec les autres. Hein. Ça, on le sait bien, hein, au niveau des troubles psychiques ou des troubles physiques. Tout d'abord, un bien-être avec soi-même, avec son corps, avec son esprit, et notamment son corps en mouvement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant dans les choix que nous avons faits aujourd'hui, y compris des choix que vous faites tous les jours. Hein. Vous faites parfois des choix, une chose aussi simple qu'une porte coulissante. Pour vous, ça a l'air d'être plutôt un truc sympa, ça s'ouvre tout seul, c'est plutôt bien. Bah, sachez qu'il y a des médecins qui désespèrent de cette invention et qui disent c'est vraiment terrible qu'on ait fait ça parce que, du coup, nous ne faisons plus ce geste de poignée de porte, vous voyez ? Ce geste qui, du coup, agrandissait la mobilité de notre poignet, maintenait les micromuscles de notre poignet. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ont vraiment des vrais problèmes liés à cette question-là, entre autres parce que, et nous en avons remis une couche avec le Covid, nous ne faisons plus des gestes aussi simples que ouvrir un robinet à la salle de bain, ouvrir une porte comme ci, comme ça, ouvrir la porte. La plupart des portes aujourd'hui s'ouvrent toutes seules. La plupart des fenêtres, parfois aussi. Encore quelques fenêtres ont fait ce geste. Mais c'est pour vous dire à quel point on doit aujourd'hui, comme vous le savez, payer des prix faramineux pour aller au fitness, pour faire des gestes que nos parents, nos grands-parents faisaient tous les jours dans la vie de tous les jours. Hein. Et donc, on voit bien à quel point notre relation au corps au mouvement n'est plus, si je peux dire, celle qu'elle était, ne serait-ce qu'il y a même encore 10 ans. Hein. Et remarquez vos enfants ou vos petits-enfants à quel point ils rechignent à faire les plus petits gestes liés au corps, du fait justement qu'on passe vraiment énormément de temps assis. Et aujourd'hui, et j'ai le malheur de vous le dire parce que vous êtes assis, mais la chaise tue plus que tout autre facteur, tue plus que le tabac, tue plus que l'alcool. C'est assez triste de se le dire. Donc, s'il vous plaît, après que vous m'ayez écouté, partez un petit peu bouger parce que réellement, c'est nécessaire de mettre le corps en mouvement au cœur de ce que nous proposons comme environnement bâti. Et donc, je vous encourage réellement à réfléchir à cette question de comment je peux faire en sorte que la ville du dedans, qui est finalement celle que vous proposez en tant que personne qui travaillait dans la filière du bâtiment, par définition, d'une façon ou d'une autre, si vous êtes dans le business de construire la ville, construire l'artificialisation, vous êtes très souvent aussi dans le business de maintenir les gens statiques à l'intérieur, entre 4 murs et un toit et quelques fenêtres. Et donc, faites en sorte que
ceci n'empêche pas les gens de bouger. C'est vraiment un aspect important. Et un aspect important aussi pour notre cerveau. La recherche est extrêmement claire là-dessus, de plus en plus claire, d'ailleurs, je dois dire, pour bien montrer à quel point le fait de, par exemple, tout simplement marcher, et surtout marcher dans des environnements qui sont des environnements vivants, marcher dans une forêt, par exemple, marcher au bord de l'eau, c'est vraiment quelque chose qui, ne serait-ce que 15 minutes par jour, fait un effet dramatique sur vos connexions neuronales, sur la façon dont votre cerveau pense, sur le maintien de la mémoire, sur la prévention de maladies comme Alzheimer ou la dépression ou autres. Et on sait aussi que quand vous êtes à l'hôpital, le simple fait de pouvoir donner sur une fenêtre où il y a des vrais arbres dehors, ça vous fait gagner 2-3 jours. Si par exemple vous étiez dans un séjour où pour récupérer vous auriez besoin d'une semaine, là vous pouvez partir au bout de 3-4 jours. Donc c'est quand même quelque chose qui est plus que prouvé. Et on sait aussi que par rapport à l'isolement, ça change vraiment beaucoup de pouvoir avoir ce contact avec ce deuxième pilier du triptyque dont je vous parle, qui est le contact avec le vivant. Et quand je dis vivant avec un grand V, parce que c'est vraiment pas la nature. Je vois encore beaucoup d'entre vous qui utilisent, y compris dans leur rapport ou dans leur communication, la nature en ville. Je pense qu'il est temps vraiment qu'on adopte un autre vocabulaire qui est déjà là, qui est plutôt ce vocabulaire du vivant, qui lui met l'accent sur notre communauté de vivants. Nous sommes des vivants parmi d'autres vivants, et qui aussi je dirais, ne réifie pas. C'est clair que dans la logique de la nature, il y a toujours un peu la nature et nous. Dans le vivant, nous sommes dans on va dire un royaume d'interdépendance, comme je le disais précédemment. Et là, nous sommes qu'un parmi les autres vivants. Et je voudrais insister parmi les vivants sur des vivants dont on parle finalement peu, mais qui sont totalement essentiels à toutes nos discussions, qui sont, on va dire, la communauté du mycélium, du sol vivant sous nos pieds. Enfin là, il n'est pas très vivant celui-là, où je suis là. Mais il est clair que là-dessus, il faut vraiment qu'on progresse. Et je salue d'ailleurs la sortie du film documentaire Mission Régénération qui vient de sortir et que je vous conseille très vivement parce qu'il met vraiment l'accent sur à quel point la régénération de sols vivants peut vraiment changer la donne et pourra réellement changer la donne à la fois pour le bâti et pour, on va dire, tous les espaces de circulation aussi en ville. Et il y a vraiment aujourd'hui de plus en plus de villes qui font réellement une place à la pleine terre, réellement une place à l'approche du sol éponge ou du sol vivant. Je vous encourage très vivement dans vos propres opérations, quels que soient les périmètres, à réellement mettre ça on va dire en marche, parce que c'est vraiment aussi une des seules façons de remettre un peu de confort climatique dans nos villes, clairement. Et c'est clair que sans cette approche et d'autres approches biophiliques qui ont un rapport finalement avec les 9 limites planétaires qu'on est en train de dépasser, et très clairement, ça paraît évident que les bâtiments du futur devront très fortement ménager tous les cycles, le cycle de l'eau, mais aussi le cycle de l'azote, mais aussi le cycle du phosphore, et bien entendu, celui dont vous parlez aujourd'hui, c'est même le thème, je crois, la décarbonation, le cycle du carbone, mais j'attire votre attention sur le fait que le cycle du carbone n'est qu'un parmi des tas d'autres cycles et que les cycles du vivant au sens large du terme devront réellement être respectés pour que nous puissions, je dirais, nous en sortir d'une façon qui soit à la fois convaincante et, je dirais, aussi désirable. Et donc, je voudrais beaucoup insister, c'est un peu l'objet de cette deuxième partie de présentation dans laquelle je vais rentrer maintenant, qui est notre relation aux autres, qui est donc le troisième pilier de notre triptyque. Donc j'ai dit relation à soi-même, relation à notre corps et à notre esprit en mouvement, relation au vivant et relation aux autres. Sachant que la relation aux autres ne peut pas exister sans les 2 premiers piliers. Je tiens à le dire et à le répéter encore parce que souvent,
on a l'impression que nos problèmes sociaux ou que nos problèmes intergénérationnels que j'ai mentionnés un peu au début et nos problèmes de santé ou nos problèmes, on va dire, relationnels, justement, seraient des problèmes uniquement dans l'interrelation aux autres. Mais il faut savoir que c'est souvent parce qu'on a un déséquilibre, notamment par rapport à notre relation au vivant, qui nous met dans des postures stressées et stressantes par rapport à cette ouverture relationnelle aux autres qui sont dans nos vies. Quand je dis les autres, c'est évidemment vos proches, vos très proches, mais c'est aussi les autres plus lointains, et notamment les autres qui sont des inconnus pour vous. Et il faut quand même souligner le miracle dans nos vies urbaines de croiser autant d'inconnus en une seule journée. On prend tout ça comme un acquis. Hein. On sort d'ici, on va à la gare de Strasbourg. Moi, encore là, tout à l'heure, j'irai prendre un TGV. Je veux dire, je vais facilement croiser, en plus, je vais atterrir à Paris, je vais facilement croiser aujourd'hui 10 000 personnes, si ce n'est pas plus, entre maintenant et l'heure du dîner. Et ça, je vous assure, c'est un truc qui donnerait le tournis à n'importe lequel de nos ancêtres. Parce que réfléchissez-y un instant, la plupart des villes, jusqu'au Moyen-Âge, étaient des villes à 5 000 personnes, 10 000. Hein. Il y avait évidemment déjà quelques métropoles, on peut prendre Rome ou quelques villes chinoises qui étaient des grandes villes, qui quand même, pour autant, n'étaient pas si grandes que ça. Mais je dirais que le gros de l'humanité vivait plutôt, je dirais, avec, disons, justement, 10 000 personnes. C'est déjà inimaginable pour la grande majorité de tous vos ancêtres. C'est vraiment inimaginable. Au cours de toute une vie, encore moins une seule journée, là, pour le coup. Et pourquoi c'était inimaginable ? Il faut dire aussi que c'était sincèrement pas simple de faire confiance. J'entends par là que si vous prenez, par exemple, deux guerriers d'une tribu, je prends au hasard, je prends celle-là parce qu'elle est connue dans le milieu des anthropologues, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, où vous vous croisez sur une plage, le guerrier X avec le guerrier Y, et la première chose qu'ils font quand ils se croisent, c'est de sortir un katana et de se mettre la lame au cou et de réciter tous les ancêtres jusqu'à arriver à un ancêtre commun, où là, ils peuvent se dire « je relaxe ». Je te connais, tu me connais, on a une arrière-grand-mère commune. Il fallait avoir bonne mémoire, parce qu'à cette époque-là, on ne connaissait pas les arrière-grand-mères, ou sinon, donc, vous voyez, c'est relax la vie aujourd'hui. On a l'impression que les villes ne sont pas sûres, mais je vous assure, c'est plutôt relax par rapport à cette époque. C'est pour vous dire à quel point cette capacité à vivre ensemble ne va pas de soi. Réfléchissez à ce miracle qui est quand même incroyable qu'on puisse être avec autant de gens qu'on ne connaît pas et cohabiter pacifiquement, cohabiter bien, être dans la certitude que oui, je peux croiser, ça va aller. Non seulement tu ne vas pas me faire de mal, mais on va même plutôt bien s'entendre et peut-être même tu me laisseras passer, je te laisserai passer. Ces civilités urbaines qui ont été beaucoup étudiées par des sociologues, notamment au début du siècle dernier, parce que ça paraissait vraiment miraculeux de pouvoir vivre ensemble avec autant de personnes au même moment, au même endroit. Et donc, une des raisons pour lesquelles il convient de créer des villes à taille humaine, c'est pour qu'on puisse continuer à faire ces petites civilités, se saluer, se connaître, mais c'est aussi, et c'est la force de la ville aussi, de pouvoir avoir une certaine anonymité, de pouvoir aussi se balader dans une certaine liberté. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie aussi, nous les urbains, très fortement. Et ce n'est pas pour rien qu'on habite aussi autant en ville. Il y a évidemment des opportunités économiques, opportunités pour se marier, opportunités d'avoir des formations. Mais c'est aussi toutes les opportunités que nous avons pour être différents de nous-mêmes. Et je vous invite à bien réfléchir à cette question parce que c'est relativement nouveau que nous puissions adopter ce qu'on appelle des sous-personnalités, pouvoir être à midi avec un certain groupe de personnes qui est différent de ceux avec qui nous sommes le soir, qui est lui-même différent de ceux avec qui nous serons le lendemain matin. Donc nous avons beaucoup d'opportunités aujourd'hui de vivre différemment de nous-mêmes. Et ça, c'est une force, une richesse vraiment de la vie urbaine. Donc je vous encourage à pouvoir travailler ça
Et alors, de quelle façon on peut travailler ça très concrètement dans la ville relationnelle? Nous avons, dans ce livre qu'on mentionnait tantôt, énuméré, décrit, pointé du doigt, si je peux dire, 7 figures de ville qui nous permettent d'avancer vers, disons, de sortir de cette ville fonctionnelle qui aujourd'hui encore, et je rappelle que nous sommes déjà en 2022, enfin évidemment vous n'avez pas oublié la date, mais vous avez peut-être oublié que ça fait quand même déjà bientôt un quart de siècle que nous sommes dans le 21e siècle, et que donc il serait peut-être temps de quitter le 20e et de réellement passer à ce 21e siècle dont on parle tant, mais dans lequel nous ne sommes toujours pas, parce que notre façon de vivre est encore très 20e siècle, si vous voulez, que ce soit dans notre façon de bouger, que ce soit dans notre façon de consommer, que ce soit dans notre façon de passer ou de ne pas passer du temps avec nos proches, je dirais plutôt ne pas. On a vu quelques sursauts avec la période Covid, et c'était intéressant d'ailleurs de voir un certain nombre d'indicateurs qui, pour nous, qui nous intéressons à la question des comportements humains, étaient des indicateurs très réjouissants. Par exemple, je prends un exemple qui va vous parler peut-être, la question de la synchronisation des repas, ça a l'air de rien comme ça, mais le fait de pouvoir manger à la même heure au même endroit avec votre mari, votre femme, vos enfants, un truc qui a toujours été logique dans l'histoire de l'humanité depuis toujours, mais qu'on a commencé à désynchroniser autour des années 50, 60, et depuis, chaque décennie, nous mangions moins ensemble. Chaque décennie, les enfants mangeaient d'un côté, femmes et mari de l'autre, les gens qui se connaissent plus ou moins. Et donc, pour le coup, et même parfois quand on est à la maison, on mange quand même pas à la même heure ou pas dans la même pièce. Et ça, c'est des choses qui sont connues. Ça fait déjà plusieurs décennies qu'on a suivi ça. Et tout d'un coup, avec le Covid, ça a permis une resynchronisation qui n'était pas là depuis des décennies. Et donc, c'était intéressant de voir comment les gens se sont organisés, parfois très bien, parfois moins bien, parfois en ayant beaucoup recours à, je vais dire, des méthodes presque de grand-mère, refaire des vrais repas, prendre vraiment le temps de s'asseoir à table, faire des choses de ce type. Parfois, simplement en commandant des pizzas pour tout le monde, et puis enfin bon, ça c'est égal un peu comment, mais le fait est qu'on a resynchronisé un certain nombre de temps de nos vies, et ça c'est quelque chose qui est aussi à saluer, et qui est aussi intéressant. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce que ça peut être assez important dans la façon dont on met en place les pièces urbaines, dans la façon dont on met en place les logiques on va dire, de mise en commun des services par étage, ou la façon dont on met certains bâtiments dans l'économie expérientielle au service de tout le quartier. Je défends très fortement l'idée qu'on peut et on doit utiliser notamment les bâtiments nouveaux comme des bâtiments locomotives expérientiels, pour pouvoir nous permettre de faire de la rénov de qualité dans laquelle on peut réellement faire une rénovation intéressante de 10, 20, 30 bâtiments dans un rayon donné, et utiliser une sorte de vaisseau amiral qui peut être ce bâtiment neuf, le seul, ou 2, 3 bâtiments neufs, peut-être 5% de l'opération ou 1% de l'opération, pour donner ce caractère plus convivial, plus expérientiel, plus serviciel, là même où dans la rénov, on n'a pas forcément la place de mettre un certain nombre de ces fonctions, mais donc réfléchir à comment on peut faire pour encourager nous tous ici présents à prendre un peu plus de temps dans nos vies pour pouvoir resynchroniser ces moments avec nos familles, avec nos amis, avec nos voisins, resynchroniser un quart d'heure ici, une demi-heure là-bas. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment changer nos vies. J'attire votre attention sur le fait que une semaine, c'est à la fois vite passé et à la fois plutôt long. On a tous 168 heures dans une semaine. Une grosse partie est passée à dormir, évidemment. Une grosse partie est passée à travailler aussi. Il nous reste quand même un bon 35 heures de temps libre.
donc l'équivalent, on va dire quand même, de presque 4 jours pleins, enfin évidemment, mais ça c'est hors le temps où on dort, hein. Mais simplement ce temps est un temps très haché, contrairement aux autres temps qui sont des temps de 8 heures suivis. Le temps dit libre est loin d'être libre puisqu'il vient par petits bouts. Il vient un petit bout le matin, il vient un petit bout dans la pause de midi, il vient un petit bout après le travail, il vient un petit bout le soir, il vient un gros bout le week-end, ça dépend un peu de ce que vous faites. Mais quoi qu'il en soit, hein, on voit que dans la totalité du temps qu'on passe dehors, 15 à 20 heures par semaine que nous passons en déplacement, quel que soit le mode de transport, hein, vous ayez en voiture ou en tram ou à vélo ou à pied, c'est environ 15 à 20 heures par semaine, ce qui déjà n'est pas rien, hein. J'attire votre attention que cela représente environ 7 ans, 8 ans de nos vies, donc quand même un temps qui est déjà la moitié du mariage moyen, donc on ne peut pas dire qu'il faudrait jeter ce temps par la fenêtre, hein. Donc je vous encourage à y réfléchir mieux une prochaine fois où vous serez coincé dans un embouteillage ou dans un train qui ne démarre pas ou avec en train de vous maudire le temps de la mobilité. Pensez plutôt à quel point ce temps est précieux pour vous, hein. C'est beaucoup d'années de vos vies et il faut lui donner plus de qualité. Et l'autre question, évidemment, c'est comment on peut développer des quartiers où les dynamiques de proximité, où ces dynamiques de temps libre peuvent avoir plus d'emprise, peuvent prendre plus de place, hein. Et donc, c'est toute la question de quelle qualité on donne à la deuxième peau de nos bâtiments, quelle qualité on donne à nos rez-de-chaussée. Vous avez remarqué sans doute comme moi que la plupart des rez-de-chaussée aujourd'hui ont assez peu d'intérêt, notamment dans les quartiers résidentiels et y compris dans les écoquartiers, malheureusement, à part ceux qui sont activés commercialement. Mais on n'arrive pas trop à donner une vraie qualité à ces deuxièmes peaux. Et je salue les efforts qui ont été faits par certains d'entre vous de réellement créer des pièces urbaines qui sont vraiment très intéressantes, qui donnent beaucoup de force, je dirais, à ces moments quotidiens de nos vies, pour une raison qui me paraît importante de souligner, qui est la question de la fréquence. Parce que, admettons maintenant que vous soyez un élu, vous êtes à la tête d'une métropole, et puis vous devez décider dans quoi vous investissez. Et donc, vous pouvez vous dire, par exemple, je vais faire un stade, ou je vais faire un zénith, ou je vais faire une salle de musique actuelle. Hein, ou vous pourriez, au contraire, vous dire, je vais faire une piscine, ou peut-être pour le coup, pour le même prix qu'un zénith, je vais faire 3 ou 5 piscines. Et puis, je vais faire une médiathèque. Hein. Ou bien, encore, vous pourriez investir dans des choses on va dire, de taille plus petite encore, plus familière encore. Hein. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans nos vies, prenons le cas du Zénith, je ne sais pas vous, moi perso, au Zénith, j'y vais même pas une fois par an. J'y vais peut-être une fois tous les 2 ans, tous les 3 ans. Hein, si je prends le cas d'une piscine, moi en l'occurrence je nage, donc du coup je vais peut-être déjà y aller en tout cas une fois tous les 15 jours. Il n'empêche, ça ne fera qu'une vingtaine de fois par an. Et maintenant, si je vais, par exemple, dans le parc à côté de chez moi et que je m'y balade avec mon chien ou que je m'y balade avec mon enfant et que j'y vais tous les jours, eh ben là, pour le coup, c'est 365 fois par an ou 300 fois par an. Hein. C'est une puissance 10. Les choses que vous faites au quotidien, les choses que vous faites tous les jours, c'est puissance 10 par rapport aux choses que vous faites une fois par semaine ou une fois par mois. Alors là, pour le coup, c'est encore beaucoup moins. Hein. Donc, réfléchissez à ce qu'on appelle la composante, finalement, spatio-temporelle. Il ne suffit pas de planifier les espaces, il ne suffit pas de planifier la ville en termes de mètres carrés, il faudrait plutôt planifier la ville en termes de mètres carrés par heure passée, si je peux dire, hein, les fameuses 700 000 heures, et vous verrez que, pour le coup, les ratios de qualité, les ratios justement de relations ne sont pas les mêmes. Et c'est assez important de plutôt vous dire, est-ce que l'investissement que je suis en train de faire, c'est un investissement qui réellement, au niveau de toutes les heures de ma vie que je vais passer dans cet endroit-là, va être un investissement qui va vraiment m'apporter le mieux de ce que je pourrais vivre par rapport à tout ce temps, hein, que j'investis, que je choisis d'investir ou pas, hein, dans la ville dans laquelle je vis.
Et ça, ce serait vraiment, de mon point de vue, la chose à faire. Avec ces 7 figures de ville, on a vraiment essayé de donner du poids à des figures qui sont peut-être moins claires dans vos têtes. Évidemment, on a tous en tête la ville de la rencontre, la ville du centre-ville, la ville des commerces, la ville des terrasses. On a tous d'ailleurs vu à quel point c'était difficile de vivre sans cette ville-là, quand ça a fermé pendant tous les divers confinements qu'on a pu vivre. Mais du coup, on a découvert d'autres villes qui étaient déjà là, mais qui ont pris un peu plus, si je peux dire, du poil de la bête. Des villes comme la ville du dehors, justement, la ville des parcs, la ville des trams vertes et bleues, la ville de l'eau, la ville du plein air. Ça, c'est une ville qui avait déjà le vent en poupe précédemment, et notamment dans les villes du nord de l'Europe, évidemment, mais pas que. C'est une mouvance globale depuis le début du siècle que de donner plus de place à cette ville du dehors. Et j'encourage évidemment à ce que cette ville du dehors fasse partie des tout premiers pas hors des immeubles d'habitation, hors des immeubles de travail. C'est clair que cette ville du dehors doit vraiment prendre sa vraie place, et pas uniquement dans des endroits qui sont relativement loin de nos lieux de vie. Ça, ce serait un bon début. Et nous avons cette ville, évidemment, amie de toutes les générations, cette ville amie des enfants, amie des personnes âgées, amie de nous tous, et surtout amie de nos amitiés, si je peux dire, parce qu'un des indicateurs que nous utilisons pour voir si on est en train de fabriquer la bonne ville, c'est un indicateur qui a un terme un peu barbare en anglais qui s'appelle « togathering », la capacité à être ensemble, par rapport au fait d'être tout seul dans une ville. Et on sait que les villes, les rues, les places, les parcs, les endroits où les gens aiment être le plus, ce sont les endroits où on peut être à plusieurs, où on peut marcher à plusieurs, où on peut s'asseoir à plusieurs. Et donc ça, c'est évidemment un indicateur clé, l'indicateur de togathering versus aloning, pour savoir où sommes-nous en termes de ville relationnelle. Est-ce que nous avons beaucoup d'endroits? Mais j'ai peut-être la mission un peu malencontreuse de vous annoncer qu'en termes de, quand on commence à compter ces indicateurs, on voit que la ville relationnelle, elle occupe à peine aujourd'hui 10% à 20% de nos mètres carrés dans n'importe quelle ville. Et encore Strasbourg, je pense qu'elle n'est pas trop mal lotie. Évidemment, les centres sont mieux lotis que les périphéries. Mais il y a des centralités périphériques qui sont plutôt bien loties aussi. C'est le cas à Strasbourg, c'est une ville en archipel, mais c'est le cas finalement dans plein d'autres villes aussi. Mais les clivages introduits par nos infrastructures, notamment les infrastructures de transport, mais aussi parfois des infrastructures liées à des types de bâtis qui vraiment font coupure urbaine, clivent aussi les opportunités pour être ensemble. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel, évidemment, on commence à travailler. J'attire votre attention sur l'énorme difficulté de la tâche qui nous attend ces prochaines années, décennies, parce que j'aurais envie de vous dire que la rénovation urbaine ou la rénovation des friches industrielles jusqu'ici, c'était plutôt la partie facile du gâteau. C'est clair que rénover des casernes, rénover des usines, bien sûr, il y avait des enjeux de dépollution et un certain nombre d'autres enjeux qui sont ardus, c'est pas ça. Mais quand même, en termes de compacité, en termes de qualité du bâti, au sens de qu'est-ce qu'on peut en faire d'autre, c'était, je dirais, a piece of cake, par rapport à ce qui nous attend maintenant, avec des friches à non plus finir, de zones d'activité dont la qualité est tout au plus médiocre. Et je pense plutôt qu'on pourrait dire que si on rasait tout, ce serait pas plus mal. Et vous voyez bien qu'on ne peut pas tout raser vu les enjeux de carbone. Et donc on voit bien à quel point on sera embêté. Toutes ces zones d'activité et toutes ces zones commerciales qui sont déjà de plus en plus en friche dans nos villes, toutes ces zones assez compliquées, y compris d'ailleurs aussi des zones d'habitat pavillonnaires de première génération qui commencent à arriver en bout de vie, si je peux dire, et pour lesquelles on ne trouve pas forcément preneur, et je dirais qu'on trouvera d'autant moins preneur qu'il y aura ce renouvellement générationnel qu'on est en train qu'on connaît tous, et au fur et à mesure qu'on change de style de vie, au fur et à mesure qu'on change de façon de vouloir habiter, il y a certaines périphéries qui vont bien continuer à vivre, surtout celles qui arrivent à avoir une certaine attractivité, qui sont centrales, qui ont bien gardé bonne relation à leurs espaces naturels. Et puis on a quand même des tas et des tas et des tas de périphéries
plus ou moins pavillonnaire, plus ou moins déconnecté, plus ou moins difficile, dans laquelle les relations avec le vivant n'est pas top, et qui donc, pour le coup, seront moins attractives à vivre, sans compter évidemment les risques nombreux climatiques qui y sont. Et donc, c'est une tâche assez importante qui attend beaucoup de communes et qui vous attend tous, parce qu'il va falloir savoir qu'est-ce qu'on fait de tous ces milliards, parce que je pense enfin, à vous de faire l'estimation, c'est pas mon métier, mais je pense qu'on cause réellement de vraiment beaucoup de mètres carrés non relationnels aujourd'hui, vraiment fonctionnels au dernier degré, qui sont compliqués à reconvertir, et qu'il va falloir quand même imaginer de comment on voudra les reconvertir, notamment dans le diffus, ce qu'on nomme, à défaut d'autre chose, le diffus. Le diffus a beaucoup de visages, mais beaucoup de visages fonctionnels et peu de visages relationnels. Et je pense que là, il va vraiment falloir faire un effort. Donc voilà un peu pour un certain nombre de messages que je voulais vous amener. Songez surtout aussi à la nuit, au week-end, à ces temps libres dont je parlais précédemment, parce que c'est à travers le temps libre que ça passe ou que ça casse la relation qu'on a avec une ville. Aujourd'hui, là, vous êtes là pour le travail. Moi aussi, cet auditoire ressemble finalement à tous les auditoires. Enfin, il est plutôt sympathique, je l'aime bien, mais j'entends par là que tous les auditoires de toute la Terre ressemblent à celui-ci, que toutes les salles de travail, toutes les salles de visioconférence dans lesquelles nous sommes, le bâtiment peut être un peu plus, évidemment, avoir un label de plus, un label de moins, et c'est tant mieux, mais j'entends que globalement, la ville du dedans, que ce soit la ville pour le travail, la ville pour dormir, la ville de même nos appartements, ils ont certes leur caractère, mais j'entends que ce n'est pas très différent d'habiter ici ou d'habiter à Buenos Aires ou d'habiter à New York ou d'habiter au fin fond d'une ville. Du moment que vous êtes dans la ville du dedans, c'est globalement une ville d'une certaine forme, d'une certaine qualité. Ce qui vraiment change notre décision, c'est plutôt notre rapport à cette ville du dehors, c'est plutôt notre rapport à cette ville où nous passons nos temps libres. Et donc, pour le coup, c'est là que réellement, ça fait toute la différence de savoir si je suis dans ce quartier-ci avec une qualité de vie qui est forte ici, à Paris ou à Strasbourg ou à Montpellier ou dans un coin de la Creuse ou du Perche. Là, oui, il y a une vraie différence. Et cette différence, elle se fait dans ce rapport de nos deuxièmes pots du bâti dans les deuxièmes pots où nous passons notre vie à l'extérieur. Donc, soignez bien cette relation-là, cette relation entre ville du dedans, ville du dehors, et je vous encourage à vraiment prendre à bas le corps ce nouveau paradigme de la ville relationnelle pour bien remplacer ce vieux paradigme de la ville fonctionnelle, parce que, comme vous le savez, il nous faut aller de l'avant et un quart de siècle est déjà passé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Sonia. Merci. Comment passer de la ville fonctionnelle à la ville relationnelle? C'est repenser l'urbanisme et c'est aller tous vers des changements de comportement, vers des comportements plus durables. Je le rappelle pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, l'excellent ouvrage de Sonia Lavandino à paraître fin 2022. Merci encore et bonne fin de journée. Au revoir. Rejoignez-nous dès maintenant pour faire partie de ceux qui agissent et retrouvez tous nos contenus sur notre plateforme communautaire www.buildandconnect.eu. Un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, le pôle qui accompagne l'innovation des industriels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de la filière du bâtiment pour passer d'un modèle carboné à un modèle décarboné, sain et respectueux de l'environnement, œuvrant pour l'adaptation au changement climatique.